Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat, on va parler papeterie, on va parler développement durable. Je vais essayer de comprendre ce qu'est l'innovation systémique et pour ça, je suis accompagné de Camilla. Salut Camilla. Salut Pierre. Alors, Camilla Amaya Castro, on va revenir sur son nom de famille et tes origines, parce qu'il y a quand même aussi toute une histoire derrière tout ça, mais tu es PDG d'une boîte qui s'appelle InnovBlue, que tu as créée. C'est en ça aussi où on va parler d'entrepreneuriat. Et puis, on va essayer de faire découvrir à nos auditeurs un truc. Alors, il faut pas se tromper. Moi, j'appelle ça de la pierre-papier ou du papier-pierre plutôt, parce que pierre-papier, on pense à de l'immobilier alors que c'est pas du tout ça. Mais voilà, dites-vous bien que avec des pierres, on peut faire du papier et ça commence à ressembler à une révolution. Mais sans dévoiler plus le sujet que ça, est-ce que tu veux bien, Camilla, en quelques mots, essayer de te présenter ? En quelques mots. Donc, le nom Camilla Amaya Castro, c'est un nom d'origine de la Colombie. Donc, je suis née en Colombie. Ah, ce qui explique l'accent, etc., etc. Ok. Et très jeune, je suis partie aux Pays-Bas. Donc, j'ai grandi aux Pays-Bas et j'ai fait toute mon éducation aux Pays-Bas. Donc, des fois, avec l'accent, on arrive aussi, dans d'autres langues aussi, de détecter quelque chose un petit peu différent. Ouais, d'accord. Donc, colombo-néerlandaise, ingénieur, devenu entrepreneur et PDG d'InnovBlue. Effectivement. Ok. Alors déjà, il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Alors, pour ceux qui l'auraient pas compris, Camilla et moi, on se connaît un petit peu puisque on était ensemble à HEC. C'est là qu'on s'est connus et voilà, c'est Camilla, je vous la recommande, est quelqu'un de brillant, ne serait-ce que d'un point de vue linguistique, puisque donc tu dois parler espagnol a priori. Oui. Tu parles le néerlandais couramment. C'est vrai, c'est un truc, c'est quand même ça te sert dans la vie ou pas? C'est surprenant, quand j'ai quitté la Colombie pour aller travailler dans d'autres pays, ça m'a servi. D'accord. Ça m'a servi. Quand j'ai travaillé pendant 2 ans au Danemark, mon chef était un Hollandais. Ah écoute, comme quoi tu vois, ça peut sauver la vie. Et bien évidemment, elle est bilingual, fluent en anglais, Camilla. Ça aussi, ça peut aider, parce que aussi t'es passé par des très grosses multinationales. T'es passé par Heineken, si je me trompe pas, et Nestlé, c'est ça? Oui. Je parle l'anglais depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Ouais. Et aussi, à la maison, on parlait souvent l'anglais. Aux Pays-Bas, on parle très souvent l'anglais aussi pendant les études. Et quand j'ai commencé mon premier job chez Heineken, en bureau d'études du siège mondial, le travail était totalement tout ce qui est écriture en anglais. Ouais, bien sûr. Alors,
bon, rentrons dans le vif du sujet. Parle-moi de ce papier pierre ou de cette pierre papier. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que fait alors InnoBloom et sa marque Rockstar. Tu es une rockstar, j'adore ça. Le papier de pierre que j'aime bien dire papier minéral. D'accord. C'est un support qui ressemble beaucoup au papier dans l'utilisation, dans le toucher, mais pour certaines définitions, ce serait pas de papier parce qu'il a pas de fibre. Ok, je comprends. C'est de la pierre, c'est du minéral. Mais c'est quoi comme pierre? Strictement, c'est le carbonate de calcium. D'accord. Mieux connu comme le calcaire. Ok. Comme le talc. Ok, donc chaux. avec le calcaire dans ma baignoire, je peux faire du papier. Vous la voyez pas, mais moi je vois sa tête. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie. Les feuilles de papier minéral sont quand même 80% calcaires. D'accord. Donc okay. C'est pour ça que je n'ai pas tout de suite dit non à ton commentaire, Pierre. Mais c'est quand même une exercice technologique assez pointu pour pouvoir sortir des feuilles qui sont qui sont parfaites en qualité. D'accord. Et il y a un inventeur, l'inventeur du papier de pierre, papier minéral. C'est une société familiale taïwanaise. Okay. Qui a eu cette idée et qui a passé des années à faire des tests, et ils ont réussi à produire ce papier minéral, et ils ont réussi à le produire à niveau industriel et d'atteindre enfin, après encore plus d'essais, avoir donc des feuilles et des tonnes qui sont produites pour beaucoup d'utilisations, d'impression et autres. Donc quand j'ai connu le papier minéral, mais comment t'es tombé dessus, toi? Parce que enfin voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Je m'intéresse beaucoup à des innovations de rupture, à des innovations qui invitent aux usages différents. D'accord. Ce que j'aime bien, c'est trouver des solutions qui vont vraiment faire une différence dans nos vies. Et voilà, des objets qui soient peut-être d'une petite forme différente, une autre couleur, ça ne suffit pas. On peut réinventer nos choses. D'accord. Ok. Ça, c'est un intérêt que j'avais déjà depuis un certain moment. Donc, quand j'ai connu et découvert le papier minéral, parce que je vais aller chercher les réseaux, les conférences, les entrepreneurs qui sont aussi intéressés par ces innovations, et surtout une très grande inspiration, c'est Gunther Pauli, qui est une personnalité avec une grande caractère et beaucoup d'inspiration et beaucoup d'intelligence. C'est grâce à lui que j'ai connu beaucoup d'innovations très surprenantes, plusieurs, dont aussi ce stone paper, ce papier minéral. Ouais, stone paper, ça sonne mieux en anglais, t'as raison. Et ok, mais tu le découvres, c'est à quel moment où tu te dis là, je peux en faire un business. C'était au fur et à mesure, mais quand je m'intéresse à quelque chose, c'est pour en travailler, pour en faire quelque chose. Ouais. Un intérêt intellectuel, c'est bien, mais mon intérêt sur les innovations de rupture, qui changent la donne, ce sont des vrais intérêts. Donc, quand j'ai connu ce papier minéral, très vite, j'ai sorti mon premier projet. D'accord. Cette même année, Gunther Pauli était invité à présenter une conférence au Havre, et il avait l'intérêt de pouvoir éditer un livre de Gunther Pauli, et c'est là que j'ai pris l'initiative et j'ai proposé d'éditer ce livre. Et ensemble, on s'est dit, puisqu'on va éditer un livre pour représenter l'économie bleue, pourquoi pas le faire aussi en stone paper, en papier minéral. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, Gunther Pauli, c'est quand même, on parlait de rockstar, c'est un peu la rockstar de l'économie bleue. Hein. C'est lui qui a, si je me trompe pas, qui a commencé à penser ce concept d'économie bleue.
qui dérive aussi vers après l'économie circulaire, ce genre de choses. En tout cas, une économie durable, ça c'est ça c'est sûr. Et le gars, il est juste internationalement connu. Donc toi, tu y vas avec tes petits bras musclés et tu dis tiens, je vais imprimer le bouquin. Oui, à cette époque, on était ensemble au Havre et on a réfléchi ensemble aussi avec Charles van der Haag qui faisait partie de ce projet, de cette visite, de cette visite au Havre. Donc on a collaboré, on a travaillé ensemble. Ouais. Aussi avec Katharina Bach qui a fait les animations, les dessins de ce livre, parce que le livre en question, c'est un livre des fables. Okay. Un livre de fables parce que les innovations qui sont proposées, qui sont transmises par l'économie bleue et par Gunther Pauli sont souvent des innovations très surprenantes et très inédites. Si t'avais excuse-moi, je te coupe, mais parce que pour ceux et pour moi d'ailleurs aussi, si t'avais à définir ce qu'est l'économie bleue, c'est quoi exactement? Il existe plusieurs définitions de l'économie bleue. Et l'intérêt est vraiment, comme je disais avant, la partie qui m'intéresse, c'est surtout de changer la donne. L'économie bleue, c'est une proposition, c'est une invitation à tout le monde de travailler et de participer à des modèles économiques qui soient différents pour développer des produits, surtout des produits plus que des services, à partir des ressources disponibles déjà localement pour améliorer la qualité de vie de tout le monde. D'accord, c'est pas le principe de l'économie tout bêtement ça? Je pense que souvent on peut commencer à analyser des produits, on peut se rendre compte que la façon de l'avoir commercialisé ou présenté, c'est pas nécessairement. Le problème de l'économie actuelle est aussi des économies qui paraissent responsables. Souvent sont pas nécessairement soutenables parce qu'avec le temps on s'est rendu compte que les ressources physiques sont en train de s'épuiser, que ça soit le pétrole, que ça soit aussi beaucoup d'autres matières. On produit tellement de quantité des produits, que ça soit le ciment, que ça soit les métaux pour nos appareils digitales, etc. On en consomme tellement qu'on est en train d'épuiser notre planète. Et c'est de l'économie bleue, si je me trompe pas, mais d'où sont dérivés les principes d'éco-conception et derrière ce qui devient aussi l'économie circulaire. Donc tu fais ce coup avec ce bouquin et là tu te dis ok, j'y vais, je lance une boîte. Ça c'est venu un petit peu plus tard. D'accord. Je sors le bouquin avec l'association, on le présente. Ce sont des fables qui invitent à penser différemment. Ouais. Parce qu'on parle des innovations qui sont tellement surprenantes qu'on se gratte la tête, on dit non mais c'est pas possible. Et je le présente aussi auprès des écoles. Et après un an d'en parler, le même livre, donc le même livre que j'ai toujours porté avec moi, que j'ai mis dans le sac, sorti, partagé, fait tourner dans une salle. Ouais. Après un an, il était intact. Pas abîmé. Je me suis rendu compte que le papier minéral qui est tellement solide ne s'abîme pas. Et en plus, il est lavable. À un certain moment, je sais pas, j'avais renversé un peu de café sur le livre, pas de souci, on prend un petit tissu et ça s'enlève facilement et après il est comme neuf. D'accord. Donc dans l'utilisation, je me suis rendu compte que c'est une matière très très spéciale. En plus, à chaque fois quand on présente le livre, les personnes étaient tellement surpris. Quand je me rappelle le regard des personnes à chaque fois quand ils disent ah non mais c'est de la pierre ça. Et surtout au toucher, quand ils commencent à caresser le livre parce que c'est un toucher doux. Hein. C'est très très doux, c'est vrai. Donc des fois j'ai eu des conversations avec des personnes et qui avaient le livre dans leurs mains et pendant qu'on discutait, les personnes étaient en train de caresser le livre comme si c'était un chat. Ouais, c'est un peu bizarre, mais ok, d'accord.
Donc on a beaucoup rigolé avec beaucoup de personnes. Une autre fois, pour aller vers une conférence, il a commencé à pleuvoir. Donc j'ai utilisé le livre comme parapluie. Ok. Oui, c'est vraiment imperméable. C'est ça. C'est pour donc ça ressemble honnêtement, ça ressemble, c'est du papier, hein. Enfin c'est vraiment ça a tous les attributs du papier, y compris en termes de souplesse, etc. Enfin en fonction de l'épaisseur qu'on lui donne, hein, certainement, mais voilà, ça a vraiment tous ces attributs-là. Et donc en gros, on peut écrire dessus, on peut imprimer dessus, on peut laver. C'est infroissable, contrairement au papier, c'est infroissable, mais tu peux le plier parce que tu peux faire des trucs en pliage. Enfin, c'est un truc assez magique quand même. Avec une autre particularité, c'est que comme tu peux le laver, le mettre sous l'eau, etc. Eh ben, je suis en train de te faire ton article, mais parce que moi je suis convaincu, donc c'est pour ça. C'est que parce que tu m'en as donné un en plus, un carnet comme ça. T'as un carnet de 10 pages. Tu dis, bah, écoute, t'es gentil, mais pourquoi tu me donnes un carnet de 10 pages? Je vais pas faire ma vie avec un carnet de 10 pages. Mais en fait, tout simplement, tu peux écrire, effacer, réécrire, effacer, réécrire, effacer, etc., ad vitam aeternam. Ça, c'est quelque chose que nous avons réalisé plus tard. D'accord. Peut-être, ça ne fait pas plus que 2 ans. Que nous avons réalisé aussi avec Camilla, il faut pas que tu joues avec ton stylo parce qu'on entend le clic de ton stylo. C'est très bien, peut-être parce qu'on va justement parler du stylo. J'ai bien compris ton message, Pierre. Donc on s'est rendu compte que les stylos effaçables, la marque Pilote en fait beaucoup, mais pas que. Beaucoup d'autres marques sortent aussi des stylos effaçables. C'est d'avoir réalisé qu'avec ce type d'encre sur le papier minéral, c'est une encre qui n'est pas juste effaçable par le frottement, mais à l'eau. D'accord. Donc déjà, donc tu prends ton carnet, tu le fous sous le robinet carnets. Et hop, tu effaces. Oui, on faisait déjà des carnets en papier minéral. D'accord. Et là, on réalise que ce carnet papier minéral est en fait un tableau plan qu'on peut mettre dans sa poche. Alors, on est allé un peu vite, mais parce que il faut bien comprendre exactement ce que c'est. Ce sont des solutions que j'aime beaucoup, des solutions qui soient vraiment différentes et qui soient simples, parce que ça fait que ce soit des solutions très facilement accessibles. Et justement, tiens, c'est une question. Alors, tu t'es lancé là-dedans. À un moment, tu passes un deal avec le créateur du papier, c'est comment? Oui. Donc tout le processus a évolué de façon assez naturelle parce que nous sommes en contact avec l'inventeur depuis un certain temps déjà. Ouais, d'accord. Oui. Et t'as dealé une exclue pour la France ou pas? Ou il veut pas? Peut-être qu'il veut pas. Le choix que j'ai fait, c'est d'avoir l'intérêt, pas d'être un grossiste pour être dans une entreprise qui commercialise des tonnes de papier minéral pour en vendre des tonnes, parce que j'ai rencontré tellement d'utilisateurs finaux qui ne connaissent pas le papier minéral, et j'ai vu donc aussi les qualités, comme j'évoquais tout à l'heure, les qualités des livres. Ce sont des qualités que même l'inventeur ne connaissait pas, le fait qu'un livre peut durer tellement longtemps ou un carnet peut durer tellement longtemps, des qualités que même les imprimeurs ne réalisent pas. On produit et on vend, mais c'est dans l'utilisation qu'on voit vraiment les qualités du papier minéral. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de développer des produits, de développer des carnets, de développer des produits finis en papier minéral. Et je sais que tu as un truc, parce que c'est là qu'on trouve l'innovation quand même. C'est comme ce papier-là, il est tellement résistant. Il y a des boîtes, des organisateurs, par exemple, de grandes courses qui viennent bosser avec toi pour comment on appelle ça, des dossards, c'est ça? Oui, ce sont des dossards.
Parce que tout l'intérêt, c'est que ton coureur, il peut passer dans la boue, dans tout ce qu'on veut. À la fin, le papier est pas déchiré, il est même pas froissé d'ailleurs. Et puis, on arrive toujours à lire ce qu'il y a sur le dossard. Oui, les dossards actuellement sont faits d'un support chimique qui est vendu par la société Dupont. Mm-hmm. Et les dossards en papier minéral auraient les mêmes qualités d'être indéchirables, mais avec des avantages, parce que déjà dans la production du papier minéral, on a des grands avantages, même quand on le compare avec du papier conventionnel ou même du papier recyclé. Mm-hmm. Il y a des avantages qu'on retrouve dans le papier minéral de Rockstar. Ça, de pouvoir utiliser les dossards en papier minéral nous permet aussi de pouvoir avancer plus vite dans le développement d'un système de recyclage. D'accord. Qui est tout à fait possible dès qu'on peut trouver effectivement le volume pour pouvoir tourner une installation de recyclage. Déjà, ça, c'est une très très grande avantage pour les organismes du sport, que ce soit les courses, les tracking, le vélo, etc. Pour moi, c'est vraiment aussi tout l'intérêt de ton business, c'est que je comprends bien, le end user est intéressant, on monte des carnets, on fait de la papeterie quelque part. Tu fais de la papeterie, tu es une papetière, c'est comme ça qu'on dit en français. En tout cas, mais à côté de ça, t'as plein d'autres utilisations possibles de finalement ce qu'est ta matière première. Donc ça en donne, pour moi, ça fait un vrai intérêt. Comment dire, c'est quoi le ressenti justement du marché? C'est les gens accrochent vite. C'est qui comprend le plus vite aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est qui tes clients préférés, on va dire? On a plusieurs clients préférés pour différentes raisons. Ouais. On a des clients préférés parce que ils adorent avoir des produits de grande qualité. D'accord, ouais. On a aussi beaucoup de clients qui sont déjà, eux, spécialistes en solutions éco-responsables. Mm-hmm. Et qui ont donc des activités, des entreprises éco-responsables et qui comprennent aussi beaucoup plus vite et ils sont très vite aussi à être intéressés à avoir des produits en papier minéral. Ouais, c'est-à-dire que pour les boîtes, par exemple, tu surfes sur la vague RSE ou CSR en anglais dans le texte. Typiquement, je sais pas, sur des cartes de vœux, sur des cartes. On peut faire des cartes de visite aussi ou pas? Oui, on peut faire des cartes de visite, des cartes de vœux, des calendriers et le plus souvent, ce sont des carnets personnalisés. D'accord. Donc voilà, tout ce qui peut sortir en papeterie, nous pouvons aussi le sortir et on aime bien proposer les carnets perpétuels. Donc ce sont des carnets qui se réutilisent à l'infini comme c'est celui que tu m'as offert. D'évoquer. On les appelle perpétuels puisque comme le phoenix il meurt et il renaît à chaque fois. Donc c'est pas de toujours, c'est une utilisation et on tourne la page, comme dit l'expression, pour commencer une nouvelle page et etc. ad infinitum. Donc ce sont ce type de produits qu'on peut aussi réaliser de façon personnalisée pour les entreprises. Pas uniquement dans la démarche RSE, mais c'est aussi dans une démarche de différenciation, de montrer quelque chose de nouveau, quelque chose de très sympathique et quelque chose qui perdure. Et un avantage que certains clients ont particulièrement aimé les dernières 18 mois, le temps de Covid, c'est de pouvoir avoir aussi quelque chose de très sympathique dans la main physique. Parce que le monde digital nous aide beaucoup dans cette période-là, mais c'est aussi très important de pouvoir aussi l'équilibrer avec quelque chose de physique. Et juste avoir quelque chose dans la main, c'est très très apprécié. Donc certains cartes de vœux que nous avons réalisées, et aussi dans l'écriture à la main permet une réflexion différente.
D'accord. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui se permet de très bien pouvoir combiner avec un monde digital. Donc toutes les choses éphémères sont écrites à la main et on peut vraiment laisser libre les pensées, se tromper, réécrire, et toutes les choses qu'on souhaite capter, garder, ne pas oublier, on a le digital. Et de plus en plus, il y a aussi des applications de pouvoir faire ce pont et pouvoir capter des choses en digital. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, t'as plein d'applis qui te scannent un document, voire qui le transforment derrière en vrai document Word, etc., pas seulement une image ou un PDF, mais donc cette connexion-là, elle est super intéressante. Hein. Moi, qui suis un utilisateur patenté d'Evernote, enfin voilà, le fait de pouvoir transvaser ça derrière dans Evernote, qui est ma bible, c'est juste génial. Ouais. Ok. Donc là, on va dire, 18 mois d'existence. La mayonnaise a commencé à prendre. T'es allé lever un petit peu d'argent et de ce qu'on se disait précédemment, c'est que là tu vas ouvrir ton capital encore ou pas? Oui, donc cette année on va ouvrir un petit peu plus. On va regarder tout d'abord autour de nos proches, mais on est aussi ouverte d'aller plus loin, parce qu'effectivement cette année on va bien consolider, faire cette validation de toutes les choses qu'on a déjà testées, toutes les choses qu'on a déjà étudiées, toutes les choses qu'on a déjà produit jusqu'à maintenant, pour pouvoir bien valoriser Rockstar. Alors j'ai un petit disclaimer, hein, j'ai été client de Camilla, parce que dans le cadre de l'Institut Territoire Circulaire qu'on a développé sur Orléans, on a décidé d'utiliser justement ces carnets perpétuels pour les offrir à ceux qui viennent participer à l'Institut Territoire Circulaire. Question, juste parce que on va en profiter, hein, éventuellement il y a des gens qui nous écoutent qui ont un peu d'argent à placer. Aujourd'hui, c'est quoi le ticket d'entrée dans InnovBlue? 5 000, 10 000, 100 000, 1 million? Le ticket d'entrée serait à partir de 5 000. D'accord, donc ça c'est hyper abordable. Oui. Hyper abordable. Non, mais parce que tu sais, en termes d'échelle de valeur, surtout en ce moment, il y a plein de startups qui montent, qui financent à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc voilà, ça veut dire que c'est un ticket qui est regardable par pas mal de gens, et donc par les auditeurs de la colle. Donc si vous avez de l'argent à placer, je mettrai de toute façon toutes les coordonnées et de Camilla et d'InnovBlue dans le descriptif. Et puis de toute façon LinkedIn, hein, ça marche très bien, voilà, où vous pourrez vous connecter. Si tu justement pour donner envie aux investisseurs, si tu te projettes un peu dans 5 ans, c'est quoi InnovBlue? L'avenir qui vous se la voyez pas, mais fixe. là aussi elle sourit, elle a un grand sourire. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a une vision assez claire et réjouissante. Il y a la vision, et en même temps il y a aussi cette connaissance, cette conviction que beaucoup d'autres surprises sont aussi possibles en plus. Donc dans 5 ans, tu prends 5, 10 ans si tu veux. Tu choisis. Non, c'est une innovation qui se nourrissent comme on l'a nourri jusqu'à maintenant, parce que je serais très très intéressée de savoir de toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui, quel pourcentage peut-être a déjà entendu parler de papier minéral, des produits, des carnets en papier minéral. Donc j'estime peut-être 5-10%. Donc la croissance se fait avec sagesse et pour lui donner du temps. Donc la projection 5 ans sera bien différente que la projection de 10 ans. Certaines choses prennent leur temps. Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'on est toujours resté petit pour vraiment bien avancer avec une croissance organique et voilà, avec des bons produits. Le marché le marché traditionnel de
de la papeterie ou du papier, et ils ont réagi comment en te voyant arriver? Ou ils réagissent comment en te voyant arriver? Le marché de la papeterie, c'est un marché très atomisé. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont de taille moyenne, moyenne petite. Par exemple, le carnet pur, voilà, comme on l'a déjà dit, on fait beaucoup d'autres choses que le retail. Oui. Mais même dans les retail, quand on met à part les grandes marques connues comme Clairefontaine, il y a beaucoup des petites marques, des très jolis carnets. Donc c'est très éclaté. Et elle est aussi un grand changement parce que c'est ce type de produits qui sont vendus de plus en plus en ligne. Mm-hmm. Donc ça ouvre, que ça soit Amazon, mais que ça soit aussi par d'autres marques, les types de produits qu'on appelle DNVB, Digitally Native Vertical Brands. D'accord. Ce sont les marques qui sont créées sur Internet. Start-up qui sont vendues pure ou majoritairement sur Internet. Mmh. Et en même temps, ce sont des produits où la conception du produit est aussi gérée par la même start-up. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un segment qui est tout nouveau et qu'on voit dans les montres, les lunettes, dans beaucoup de produits différents et aussi la papeterie. Ce sont des évolutions qui vont rentrer petit à petit. On se rend pas compte et tout d'un coup on réalise que tout le monde en a. Par exemple, voilà. Ouais, l'édition s'est penchée dessus parce que tu l'as dit, finalement t'es rentré par l'édition d'un livre. Les maisons d'édition s'intéressent à ça ou pas du tout? Je pense que c'est une question de temps. Différentes industries comme ils ont donc différentes habitudes et différents modèles économiques aussi. L'édition est une industrie qui déjà est en train de changer beaucoup les dernières années. Aujourd'hui, c'est devenu très facile de pouvoir éditer un livre qui sera imprimé à la demande. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui était totalement impossible avant et maintenant c'est devenu accessible. C'est aussi une industrie qui souffre beaucoup par des marges très faibles. Mmh. Donc, pour l'instant, nous avons pas encore trouvé la vraie avantage pour pouvoir proposer à ce type de maisons d'édition qui sont dans leur situation et dans leurs enjeux. Et leurs enjeux sont très spécifiques dans la partie logistique. En t'écoutant et en connaissant un petit peu la matière, je me dis que pour un très beau livre de photos, je sais plus pourquoi je regardais un truc l'autre jour parce je sais plus, enfin c'est l'émission à la télé sur la mise aux enchères d'objets et il présentait le Big One de Helmut Newton qui est un méga livre de photos, et je me dis que sur ce type de produits là, qui sont un peu des produits d'exception, qui sont des beaux objets en soi, il y a un vrai quelque chose, quoi. Ouais. Donc, s'il y a des éditeurs parmi nos auditeurs, là aussi, contactez Camilla, parce que je pense qu'il y a des trucs à voir. Ça fait quoi quand on a, parce que dans les grandes worldwide companies, t'y as passé quand même quelques années, ça fait quoi de se retrouver entrepreneur avec, quand tu te retournes, t'as plus personne? Oui, c'est vrai, c'est très différent. C'est quoi déjà t'as pas eu peur de te lancer? On se lance pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se fait en étapes, petit à petit, et puis on se rend compte qu'on a choisi ce chemin et qu'on a quitté l'autre chemin. C'est quelque chose que j'ai voulu. En partie, d'avoir fait cette formation exécutive HEC m'a donné aussi la bonne excuse de dire oui, on se lance, on saute. Ouais, c'était une conséquence. C'est ça. Et effectivement, sur le chemin, j'ai appris tellement de choses que effectivement, je ne regrette pas du tout. Même pas
Parce qu'il y a des galères quand même. Il y a des avantages, il y a des incertitudes. Effectivement, ça c'est peut-être une chose la plus grande en termes de différence. C'est que quand on est en cadre dans un grand groupe avec un CDI, effectivement, il y a beaucoup de sécurité et beaucoup de choses sur lesquelles on s'occupe pas beaucoup. Ouais. Et quand on a sa propre entreprise qui se crée, qui n'est pas encore très grande pour l'instant, effectivement, mais comme tout entrepreneur, que ça soit aussi un entrepreneur, pas uniquement des TPE, mais même des PME, on vit avec des incertitudes et on vit aussi dans la création des choses, dans la création des nouveaux marchés, dans la création d'un chiffre d'affaires. Ouais, tu évangélises là, hein. Tu évangélises le marché, hein. Ce que j'aime beaucoup de la façon de travailler maintenant, c'est que aussi mes interlocuteurs, une bonne partie de mes clients et aussi tout l'écosystème de l'industrie de l'imprimerie avec lequel je travaille est majoritairement des petits PME ou des grands TPE. D'accord. Et ce sont des types d'entreprises avec lesquelles on peut parler et on peut décider. Les grands groupes ont des très grands avantages. Quand il y a une grande corporate qui décide un certain projet, leur impact est très grand. Mais pour beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup de liberté de proposer, de décider. Donc elle est un petit peu plus lente dans le changement, mais quand elle change beaucoup. Si, alors je suis en train d'y penser, mais ton papier là, on peut en faire du packaging aussi. Là aussi, il peut avoir des avantages, il peut avoir aussi certains freins aujourd'hui qui seront peut-être plus là demain. Comme pour l'édition, il y a certains freins aujourd'hui qui sont peut-être juste une question de maturité. Ouais. Ce qu'on a trouvé le plus intéressant là pour le packaging, ce sont des étiquettes. Ah. Les étiquettes sont, comme on sait, donc le papier minéral il est indéchirable, ouais. Il est résistant à l'eau. Donc on a des étiquettes avec ce toucher doux, comme ouais. le livre qui fait chat, et sur lequel on peut imprimer les couleurs qu'on souhaite, la dorure, etc. Donc oui, l'étiquette c'est quelque chose qui a un vrai potentiel sur lequel effectivement on a déjà bien regardé. On est capable de le proposer aussi. C'est là où je trouve que ton business model est super intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est que t'as des pans entiers de business qui attendent que ça, quoi, hein, où tu peux dans lesquels tu peux rentrer. Donc ça c'est super intéressant. C'est pour ça que tout à l'heure avec la question où sera Rockstar dans 5 ans, j'ai ri parce que on a les produits disons de base, tous les produits qu'on réalise déjà aujourd'hui qui font que commencer parce que les personnes sont toujours aujourd'hui en train de découvrir cette nouveau produit, ces nouvelles avantages. Donc c'est un marché qui est entre guillemets vierge, qui est à conquérir avec les produits que nous réalisons déjà. Et en plus, il y a aussi des nouveaux marchés que nous avons déjà vus, qu'elles sont très intéressants, ouais. et qui pourront aussi s'y ajouter. Il y a un vrai truc. Alors, je sais pas si ça a à voir ou pas, mais on se parle régulièrement et t'as plusieurs fois essayé de m'expliquer ce qu'était l'innovation systémique. Est-ce que tu peux essayer encore une fois de m'expliquer? Peut-être d'abord expliquer pourquoi je parle tant de l'innovation systémique. Ouais. Parce que si ma passion est de développer des projets réels et rien de plus concret que la pierre. Ouais, tu m'étonnes. Mes passions et mes curiosités souvent allaient beaucoup plus loin et inspirées par toute cette expertise de Gunther Pauli et aussi beaucoup d'autres personnes qui
qui ont partagé leur expertise aussi à Contour. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai trouvé beaucoup de réponses. Pourquoi l'innovation? Pourquoi changer? C'est vrai, ça. C'était mieux avant, de toute façon. Peut-être. Voilà. Pour certains, la réponse sera oui. Pour certains, la réponse sera non. Mais on peut aller très très loin dans les questions. Et moi, je me suis posé toutes ces questions. Je me suis posé beaucoup de questions sur comment innover de façon pérenne, parce que on voit souvent des innovations géniales, des vidéos sur Facebook incroyables, et puis 2 ans, 3 ans après, ça n'a pas. Y a rien. C'est toujours une ou deux startups qui font ça. Quels sont les freins pour pouvoir faire le scaling up? Des solutions qui paraissent très écologiques, des fois, un an après, quelques mois après, on réalise que c'était pas du tout aussi écologique qu'on pensait. Donc voilà, toutes les réponses que j'ai trouvées, je vais essayer de faire un peu court. Je les ai donc collectées dans cette offre que j'appelle l'innovation systémique. D'accord. Et l'innovation systémique, c'est une combinaison pour l'innovation, c'est d'avoir cette compréhension. Qu'est-ce qui fait pour pouvoir innover, c'est de réfléchir et trouver des nouvelles façons de faire quelque chose. Que ce soit une innovation de service, ou une innovation de produit, ou une innovation organisationnelle. Il y a aussi différents types d'innovation. Et cet aspect créatif, innover de façon pérenne, c'est-à-dire innover quelque chose qui va pas uniquement être quelque chose de nouveau, mais qui va aussi répondre à un besoin, qui va être accepté, qui va fonctionner, qui va être produit. C'est l'innovation qu'aujourd'hui on le fait de plus en plus de façon collaborative, de façon co-créative, de façon multidisciplinaire, etc. Donc ce sont ces tendances qui aujourd'hui sont déjà connues et qui sont une expression de ce que moi j'appelle l'approche systémique. D'accord. Dans l'intelligence collective, la co-création et le design thinking et autres éléments pour être un peu plus dans des méthodes un peu plus anciennes, c'est peut-être le TPM ou le Lean Management ou dans certaines industries le Agile Management. Toutes ces méthodes à la base ont donc cette approche systémique. Ok. Et donc, chers auditeurs, vous l'avez compris, Camilla est une experte de l'innovation et alors, fut un temps, je sais pas si c'est toujours le cas, mais justement, il y a une question derrière. T'accompagnes des boîtes justement sur leur réflexion autour de l'innovation et comment rendre ces boîtes plus innovantes de manière générale et tu l'as dit à différents niveaux, aussi bien produits que organisationnels. Comment on arrive à équilibrer le projet de Stone Paper et ça. Alors c'est alimentaire le fait d'aller conseiller les boîtes ou pas? T'es pas obligé de répondre. Je pense, je ne serai pas la seule entrepreneur qui a réussi à mélanger la passion et le travail. Parce que c'est à la fois alimentaire et pour le plaisir. Okay. Que ça soit mes réussites dans Rockstar, qui me donnent très très grand plaisir de voir concrétiser quelque chose que j'avais déjà identifié avant. Donc le potentiel qui était déjà tellement visible, de le rendre vraiment une réalité. Donc ça donne du plaisir. Et si je suis devenue entrepreneur, c'est aussi parce que quand on voit des choses qui sont intéressantes, de réaliser que très souvent on a des idées, si jamais quelqu'un avait cette idée, si jamais quelqu'un s'occupait de tel et tel problème, où on pourrait fabriquer ça et ça pourrait résoudre un problème. Beaucoup de personnes ont ça et avant j'ai beaucoup eu ce type de réflexion, mais après il y a quelqu'un qui le fait.
Et quand tu réalises que tu peux, donc moi j'ai réalisé que je peux le faire, je peux créer l'entreprise, je peux effectivement réaliser ces produits, toutes ces qualités qu'on a dit. C'est génial. Ouais, c'est absolument génial. Oui. Et l'équilibre avec le conseil, il y a des clients, effectivement, des entreprises que j'accompagne, quelques-unes. Il y a surtout aussi la formation. Donc, j'aime beaucoup pouvoir former sur ce que j'appelle la maîtriser l'innovation systémique, qui est cette approche systémique, mais bien sûr avec des cas d'études concrets et pas uniquement conceptuels, pour que ça soit utile pour chacun. Ouais. Donc tu sais que tu devrais écrire un bouquin et le faire éditer sur du papier pierre. Bien sûr, je pense que c'est évident que c'est le cercle qui s'auto-alimente là aussi. C'est ça. Ok, très bien. Enfin, c'est super intéressant. Puis je pense que vous l'aurez compris, on a là déjà il y a un sujet, sorti de nulle part quoi. Cette pierre papier. Je reviens toujours pas. Et ça fait un petit moment quand même qu'on en parle. Puis ça fait un moment que je te vois évangéliser aussi, et là on sent que ça commence à prendre, qu'il y a un truc qui se passe. Je pense que les mentalités aussi ont évolué, c'est-à-dire que les mentalités d'il y a 2 ans sont pas les mêmes que aujourd'hui. Donc ouais, il y a un vrai truc je pense à suivre là. Et puis on est en plein aussi dans le développement durable. Si on veut te contacter justement, prendre contact avec toi, le mieux c'est LinkedIn aujourd'hui. Oui. Ok. Donc LinkedIn, je vous mettrai là aussi toutes les coordonnées dans le descriptif de cet épisode. Camilla, tu vas pas y couper. On arrive aux 7 dernières questions. Il y a une question que j'aurais dû te poser, que je t'ai pas posée ou pas? Non, je pense que c'est, oui. On a fait le tour. On a fait un bon tour. Ouais. Alors, dis-nous, Camilla, c'est quoi ton mot préféré? Les réponses sans trop réfléchir sont souvent les plus intéressantes, et c'est le mot systémique. Systémique. Ok. Donc, on accolera innovation derrière, mais ouais, ok, d'accord. C'est tellement riche, on peut parler pendant 1 heure sur essayer de capter ce que c'est le systémique, et en même temps on n'a pas la phrase, la définition qui dit tout. C'est très complet comme mot. Il y a des bouquins de référence là-dessus ou pas? Il y a beaucoup de documents différents. Celui qui pour moi a été la référence clé, c'est le livre écrit par Fritjof Capra. Avec un physicien, avec un biologiste, Pierluigi Luisi, et ce livre s'appelle A Systems View of Life. Ok, écoute, j'essaierai de le trouver ça doit être sur Amazon. Je mettrai un lien aussi vers ce bouquin. Quel est le mot que tu détestes? Alors, là, soyons aussi spontanés. Il n'y a aucun mot qu'on déteste, mais des fois, entendre certains mots peut générer certaines réponses. Et c'est à cause du contexte plutôt que le mot. Moi, je dirais le mot démocratie. Le mot que tu détestes? Quand j'entends le mot démocratie, ça peut évoquer une irritation. D'accord. Sinon, j'ai pas des mots en soi mais pourquoi qu'on déteste. Normalement, la démocratie, c'est un mot qu'on chérit, qu'on aime. Oui. Non, la démocratie, c'est pas... Non, Pierre, tu vas pas me juger là-dessus, Pierre. Le mot démocratie, comme beaucoup d'autres mots, des fois sont utilisés, et ils sont utilisés trop souvent dans des contextes qui vont au-delà de ce que ça représente. Ça, je suis d'accord. Pour justifier des méthodes qui sont pas démocratiques, en répétant le mot tellement souvent, ça, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas nécessairement aussi correct. Si en Israël il y a un parti qui est voté,
mais qui n'est pas celui que le monde occidental aurait souhaité. On dit que c'est pas démocratique, et d'autres contextes, on dit que c'est démocratique simplement parce que c'est nous et c'est pas eux. Donc ça passe comme si c'était loi, et je trouve que ça c'est très dommage. Ce sont vraiment c'est pas un faux ami, mais c'est un mot qui a perdu qui a perdu quelque chose en chemin, je suis d'accord. Et le pauvre mot qui a été abusé peut-être plus que les autres, à mon avis, c'est ce pauvre mot qui OK, je comprends mieux. J'ai eu un petit peu peur sur ce coup-là. Mais bon. Alors, le son ou le bruit que tu aimes? Ça doit être un bruit de la nature. Donc, je dis l'eau. D'accord. Je suis entre c'est même l'eau pas et le bruit d'un stylo sur un carnet en pierre-papier. Alors, le stylo en soi, non pas nécessairement. Et les feuilles de pierre sont tellement lisses qu'il n'y a pas de... C'est bien joué, bien rattrapé. Donc un bruit d'eau. C'est pas toi qui m'avais raconté l'histoire d'une île qui avait créé un système de barrage, etc. Oui. Ça te parle, ça? Oui. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire? Bien sûr. Parce que moi, je la connais maintenant, mais qu'on la partage avec nos auditeurs, parce qu'elle est, enfin, quand on parle de système, justement, je la trouve super intéressante. Alors, il s'agit d'une île européenne, donc c'est l'île des îles Canaries les plus petites et la plus éloignée. D'accord. Qui s'appelle El Hierro. H-I-E-R-R-O. Et donc c'est une île, c'est un rocher dans l'eau qui, au fur et à mesure du temps, n'avait plus d'eau potable. Toute énergie doit être importée. Du fuel était la source d'énergie pour faire beaucoup de choses. Il n'avait pas beaucoup de futur. Et les citoyens, avec certains élus, se sont réunis pendant des années, se sont inspirés de la permaculture, se sont inspirés de contours, se sont inspirés de beaucoup de choses différentes, et surtout s'inspirer de la nature. Un écosystème assez unique, puisque c'est vraiment assez loin de l'Europe. Ouais. Et le projet le plus visible et le plus important, c'est d'avoir réussi, après 10 ans de lutte, d'avoir réussi à installer donc une génération d'énergie hybride qui est à la fois de l'énergie des éoliennes, 5 éoliennes, et l'énergie hydraulique. Parce que quand on a le vent, c'est pas nécessairement quand on a besoin de toute cette énergie, et quand on a besoin de l'énergie, c'est juste le moment où le vent est tombé et il n'y a pas de vent. Les batteries ne suffisent pas pour stocker de l'énergie quand on veut gérer l'énergie d'une île avec, je pense que c'est 20 000 habitants. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. C'est ça ce qui a aussi permis cette évolution. J'ai beaucoup discuté avec l'élu qui était le plus c'est juste bon, on arrive à la fin, mais c'est pas grave, mais juste pour que vous vous rendiez bien compte, c'est-à-dire que c'est l'énergie éolienne qui en gros fait tourner des pompes qui montent de l'eau dans un barrage. Le barrage stocke l'eau, et donc quand on a besoin d'électricité, c'est pas l'énergie des éoliennes qui alimente les foyers, mais c'est l'énergie du barrage, parce que le barrage, on peut l'ouvrir et le fermer quand on veut. Et donc, moi, tu vois, dans ma conception même de l'éolien, je trouve ça super intéressant, parce que quand il y a du vent, ok, on charge le barrage, et après ça nous fait une grosse batterie en eau, et ça c'est juste génial. Voilà, c'était une petite digression, pardon. Quel est le son ou le bruit que tu détestes? Je n'ai pas directement une réponse. Je réfléchis à la musique et j'aime vraiment tout type de musique, mais le hard metal, effectivement, c'est quelque chose que je ne supporte pas.
Donc ça sera la musique mais on va hard pas metal. être potes, Camilla. Moi, j'adore ça. Un bon morceau de métal. Je mettrai en référence je me souviens plus de son nom, mais un gars qui reprend des grands standards ou des grands hits du moment, version métal. Je t'assure que la Reine des Neiges version métal, tu vas adorer. Je t'enverrai le lien, Camilla, tu verras. Donc je mettrai ça aussi en lien dans la description de l'épisode. Quel est ton juron, gros mot ou blasphème favori? Ça dépendra de la langue. Ah, ben tiens, en néerlandais. En néerlandais, et il aura peut-être pas trop d'écouteurs qui parlent C'est pas grave, justement, comme ça. Néerlandais. Ça... Mais j'ai gardé... alors en néerlandais, ça serait Mauseskribel. Ok. Je te demande même pas, tu vois, ce que ça veut dire. Mauseskribel. Ok. Qui n'est pas très connu. Donc il faudrait vraiment trouver des Néerlandais de notre génération pour savoir la référence. Dans les millions d'auditeurs de la colle, je suis persuadé qu'on a ça. La citation que... La personne qui pourra comprendre Mauseskribel, je peux lui offrir un carnet. Ah, ok, d'accord. Bah, écoute, c'est noté. C'est noté. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée. Dernièrement, il y a 2 citations d'Einstein qui ne sont pas uniquement intéressantes, mais que j'utilise à chaque fois pour expliquer le pourquoi de notre citation. Ouais. Alors, la première, c'est: la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Oui. Combien de fois on reste sur la même chose? Ouais. Combien de fois on dit, voilà, on va faire une conférence très innovante, on va parler des innovations, mais comment on va organiser la conférence de la même façon qu'on a toujours fait avant? C'est vrai que c'est pas innovant dans l'organisation. Donc tu vends une idée dont tu n'as pas un échantillon. Donc on veut trop souvent résoudre des nouvelles problèmes, et les nouvelles problèmes, il y en a beaucoup, et il y en aura de plus en plus, que ça soit santé, Covid, économie, écologie et tout le reste. Et si on continue à répondre, à organiser de la même façon qu'on a toujours connu, on va pas nécessairement avoir les meilleures solutions, parce que beaucoup de ces problèmes, ce sont les résultats de nos actes et collectifs, hein. C'est pas individuel, pas parce qu'on est méchant, mais parce que tout ce qu'on fait, on fait trop. Tout ce qu'on fait, l'agriculture en soi, cultiver quelque chose, c'est pas grave, mais c'est l'intensité de toutes nos super organisations qui est souvent la cause des problèmes. Donc si on veut trouver une solution, il faut avoir effectivement cet autre niveau de conscience pour trouver la solution du problème. Donc là, je suis en train d'aller vers l'autre citation d'Einstein, qui est pour résoudre un problème, on a besoin d'un autre niveau de conscience que celui qui l'a créé, qui l'a généré. Ah oui. Mais écoute, en tout cas, avec la pierre papier, t'es typiquement dans le truc, donc tout ça est assez synchrone et assez aligné, donc c'est pas mal. Dernière question. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Déjà, il te parlera dans quelle langue, Dieu? Il te parlera en français. Le français, c'est la langue du cœur, Camilla. Je pense qu'il y a aussi des langues il y a de la communication qui doit pas nécessairement être exprimée en mots. Mm-hmm. Et toute langue connaît ses richesses et aussi ses contraintes. Et ceux qui creusent un petit peu les sciences cognitives découvrent ça aussi. Et c'est quelque chose que Fritjof Capra a pu expliquer aussi très très bien. Mm-hmm. Moi, je pense qu'on a tous Dieu en nous, on est tous Dieu. Donc, ce que Dieu pourra me dire après ma mort, c'est quelque chose que peut-être il pourra me dire déjà aujourd'hui. Ouh, t'es la première à me le faire comme ça. Eh ben ouais, exactement. Tu vois, je vais rester là-dessus. C'est parfait. C'est parfait. Écoutez le Dieu qui est en vous.
Écoute Camilla, il me reste à te remercier beaucoup du temps que tu nous as consacré. Je le dis, je le redis, mais je suis assez fan du truc voilà. Tu vois, en t'en parlant, j'ai envie j'étais en train de le chercher sur mon bureau en même temps que je te parlais, de toucher cette matière-là. Enfin, faites cette expérience-là. Voilà, je pense que tu tiens un truc là. Il y a vraiment quelque chose. Donc, je te souhaite tous les meilleurs. S'il y a des futurs investisseurs parmi les auditeurs, n'hésitez pas, vous contactez Camilla. Et puis voilà, roulez petit bolide. Ok. Donc un grand merci, Camilla. Et à très vite, alors. Oui, merci Pierre. C'était un plaisir de parler avec toi. Bye bye. Merci. Au revoir. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.